Le mardi, c'est presque l'heure de cocktail. On a fait assez de techniques, on repose sa cervelle. Viens voir notre talk de Bug Bounty. On va tout raconter sur tout ce qu'on a appris. On partagera nos trésors et des bounties. Pendant une journée, on a joué au hacker sur nos propres applis qu'on connaît par cœur. Même sans rien connaître à la sécurité, on a trouvé des failles, on s'est formé. Maintenant on a moins de chances de se faire pirater. Viens voir notre talk de Bug Bounty. On va tout raconter sur ce qu'on a trouvé. On partagera nos trésors et des pièces d'or en chocolat. Viens voir notre talk de Bug Bounty. On va tout raconter sur ce qu'on a trouvé. On partagera nos trésors et des pièces d'or en chocolat. Un, deux. Waouh. Parfait. Merci d'être là. On sait que c'est la dernière session, c'est la fin de journée, c'est compliqué, donc on s'est dit qu'on allait mettre un peu de fun. Mais aussi, on va apprendre des choses parce que vous allez pouvoir devenir le Jack Sparrow de votre code en organisant un bug bounty. Alors, qu'est-ce que c'est un bug bounty? On va le voir après cette slide. D'abord, on va parler de qui on est. Et donc, on travaille chez Amadeus. Et Amadeus, c'est une entreprise qui connecte l'écosystème du voyage. Donc, vous la connaissez sûrement si vous êtes du coin. Mais en gros, pour faire des chiffres rapides, il y a 4 millions de passagers tous les jours qui font des boardings grâce à Amadeus. Et c'est le genre de compagnie qui permet de réserver à la fois du train, de l'hôtel, de l'assurance, de faire des vacances. Et là, on peut voir, par exemple, grâce à Amadeus, les pirates peuvent onboarder dans leur navire. Donc, on voit qu'on est vraiment très utile, même à l'époque. Je ne suis pas sûr que c'est vrai, mais bon. On est présent un peu partout dans le monde. On a beaucoup d'applications, on fait des choses qui sont relatives au paiement, typiquement quand vous prenez un billet d'avion, donc on a besoin de sécurité. Et donc nous, voilà, je suis Benjamin Hiller, je suis Information Security Expert, et j'ai quand même un cœur de développeur, et moi ce que j'aime c'est améliorer la sécurité, non pas forcément avec des outils, etc., mais aussi la sécurité dans le mindset des gens. Les faire changer un peu de la façon de penser pour qu'ils pensent un peu plus sécurité quand ils font du développement. Et moi, c'est Gaël Selig, donc je suis principal ingénieur. Je suis vraiment côté applicatif. J'ai un penchant pour la sécurité. Voilà, je passe 30% de mon temps, mais je ne suis pas expert sécurité comme Benjamin. Je suis vraiment côté, voilà, avec les développeurs, côté applicatif. Alors, d'abord, on va commencer. Qu'est-ce que c'est qu'un bug bounty? Alors, on commence par surcouf. Donc, ça, c'est pour les vieux de la vieille, hein, si vous vous souvenez. Non, on parle de ce surcouf-là. Ce surcouf-là, c'est quoi? C'est un pirate, mais avant tout, c'est un corsaire. Donc, il a un mandat du roi qui lui dit, voilà, tu peux être sur les mers. Si tu vois un navire français, tu t'occupes pas. Et si tu vois un anglais, tu peux y aller, tu peux attaquer, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est un peu ça. Le principe du bug bounty d'habitude, c'est vraiment un moment où vous allez voir des chercheurs en sécurité, des gens éthiques qui sont forts en sécurité, et vous leur dites, OK, plutôt que je te donne de l'argent et tu passes une semaine et tu me trouves quelque chose ou tu ne me trouves rien, je te paye si tu trouves des choses. Donc typiquement, il y a beaucoup de GAFA qui le font. Si vous trouvez un bug dans Google Chrome, vous pouvez avoir jusqu'à 10, 100 000 $.
Donc ça, c'est quelque chose qui se fait pas mal. Là, on a décidé de le faire un petit peu différemment, de le faire de manière interne. Et l'idée qu'on a eue, c'est vraiment de créer nous-mêmes des pirates à partir de nos développeurs. Donc comment ça marche? D'habitude, on a des hackers, on a des pentesters, ils sont hyper forts en sécurité. Niveau technique, ils vous font des trucs de fou. Néanmoins, ils ne connaissent pas forcément le produit sur le bout des doigts. Ils ne connaissent pas le fonctionnel, ils ne connaissent pas le métier. C'est normal, ce n'est pas ce qu'on leur demande. Par contre, de l'autre côté, on a des marins, les gens qui font le produit. Et c'est eux qui, le vendredi soir, s'il y a un problème, interviennent. C'est eux qui font les features qui sont délivrées, qui ne sont jamais utilisées. C'est eux qui connaissent les configurations un peu douteuses. Donc à la base, c'est quand même des experts du produit. Et si on les transforme un petit peu en hackers, si on les transforme vraiment comme là en pirates, on peut avoir des résultats super intéressants. Et c'est le but du Bug Bounty qu'on va vous présenter. Comment ça marche, Gaël? Alors, comment on fait ça concrètement? Hop, j'ai besoin du petit truc. Hein. Alors, non, ça marche comment? Ah, c'est dans l'autre sens. C'est pas intuitif. Ok, donc ça marche comment? Déjà, pour faire un Bug Bounty, on part pas, un pirate, il part pas seul sur son bateau, il faut un équipage. Donc, il faut se faire entourer parce que c'est quand même un peu de travail. Alors, on vous conseille de prendre voilà, avec vous des gens qui sont déjà très motivés, vous-même être motivés. Pas besoin d'avoir de connaissances spéciales en sécurité à ce moment-là. S'il y a du management qui supporte, c'est bien. Ça permet aussi de débloquer des choses. Donc voilà, allez-y à quelques-uns. Et si, comme nous on était présents sur pas mal d'endroits, et donc on a fait un événement multisite. On avait des gens qui étaient ici à Villeneuve-Loubet, en Allemagne. On avait des gens en Turquie, en Inde. En Angleterre, donc ça fait pas mal de sites, donc c'est bien d'avoir des gens de chaque site aussi dans l'équipe d'organisation pour gérer la logistique sur place. On a l'équipe, maintenant on va se fixer un périmètre d'application, c'est-à-dire on ne va pas tester toutes nos applications, on est ces grosses boîtes, je crois qu'on a 400 applications, donc on ne va pas tout tester d'un coup, on va se fixer un périmètre, donc là c'était plutôt un groupe d'applications qui ont la même stack technique. Voilà, donc on s'est fixé... On sait ce qu'on va tester, on sait ce qu'on va attaquer. Maintenant, étape difficile, on va convaincre son management. On va leur expliquer que c'est une très bonne idée de faire ça. Alors pour ça, donc à la fin du talk, on va vous donner notre super kit d'organisation de Bug Bounty qu'on a fait exprès pour ce talk. On a mis sur GitHub en open source tous nos documents, tout ce qu'on a appris, voilà, pour vous aider. Et donc vous pouvez vous servir de l'expérience d'Amadeus là-dessus. On l'a fait 2 fois, ça a super bien marché. On a trouvé des choses qu'on n'avait pas trouvées autrement. Vous pouvez dire que ça sert à faire à la fois du knowledge sharing, voilà, de ramp-upper les développeurs sur la sécurité. Ça fait un peu aussi du team building en quelque sorte, et ça permet de trouver éventuellement des vulnérabilités. Donc voilà, ça marche très bien. Ça prend que 1 journée et demie, 2 journées par personne, donc c'est vraiment pas cher. Et c'est très bien. Voilà, le management est convaincu, super. On va, truc basique, choisir une date pour le Bug Bounty, donc faites-le assez en avance. Voilà, on vous conseille autour de 3 mois, ça vous a pris voilà, autour de 2-3 mois de travail, pas forcément temps plein, mais voilà, un peu dans le futur. Et attention, si vous êtes multisite, aux jours fériés, choses comme ça. Voilà, la date est fixée. Maintenant, vous allez pouvoir communiquer, très important, pour pouvoir recruter du monde. Recruter des pirates, voilà, hein, recruter les participants du Bug Bounty, donc toujours volontaire, hein, on n'impose pas ça, c'est pas drôle sinon. Donc voilà, recruter les participants, recruter des mentors, ça va être très important. Les mentors, voilà, c'est eux les capitaines pirates, c'est eux qui sont spécialistes de la sécurité, les gens à côté de votre ciseau, les pen testers, et des juges, c'est des gens qui, ça peut être des mentors, hein, mais on ne juge pas sa propre équipe, qui à la fin vont permettre de regarder si ce que les équipes ont trouvé c'est des vrais problèmes ou si alors bon, il y a une confusion, c'est pas un vrai problème ou alors c'est uniquement en test système, c'est pas en prod. Voilà. Alors juste un point pour les mentors, si vous êtes une plus petite entreprise, ça peut être juste un lead développeur, quelqu'un qui a des connaissances en sécurité, pas besoin d'un expert ultra high level, mais il faut au moins quelqu'un pour guider les équipes parce que c'est quelque chose de nouveau qui va être un peu déstabilisant et il faut quelqu'un pour les aider. Voilà. Et qui connaît les outils aussi qu'on va utiliser. Et une fois qu'on a tout ça, ben voilà, on peut préparer sur les quelques semaines qui restent, préparer les équipes. Alors nous, ce qu'on a fait, les applis qui ont testé la full stack. Donc on essaie de mettre dans chaque équipe un de la UI, un du middleware, un du back-end, et mixer les profils, c'est super intéressant. Avoir des product owners, product managers, les gens qui connaissent vraiment le fonctionnel, avoir des QA, des devs SecOps, un peu tout le monde, tous les profils. C'est super intéressant de mélanger ça dans les équipes, ça fait des nouvelles idées.
Voilà, gérer aussi la logistique, hein, les salles, tout ça, et bien mettre au point les règles. C'est très important les salles, hein. Il faut avoir des croissants, du café pour que les gens viennent. C'est le moteur du cerveau. Ça encourage les gens à venir aussi. Nous, on l'a fait 2 fois. La première fois, c'était pendant le Covid, donc on était tous en remote. La deuxième fois, on l'a fait de préférence on-site, et c'était très sympa, voilà, d'avoir les croissants, le café, tout ça. Alors, comment ça se déroule? Donc ça y est, c'est parti, c'est le grand jour. Ça commence par une cérémonie d'ouverture. Ça va être une demi-journée où on va essayer de rendre la sécurité plus concrète. Parce que souvent, la sécurité, c'est un peu caché, c'est des gens qui travaillent un peu dans l'ombre, on ne sait pas trop ce qui se passe, on n'en parle pas. Ben là, au contraire, on va en parler, c'est super intéressant. Donc ça a commencé, par exemple, par un petit quiz pour donner quelques chiffres de la sécurité, pour montrer que même si tout a l'air d'aller bien, on ne passe pas sur les news, hein, on croise les doigts. Il y a quand même on a des tentatives, hein, il y a des gens qui essaient de nous pirater régulièrement, donc c'est bien d'en parler. Et de montrer, ce qu'on avait fait, on a montré un vrai cas, un vrai use case sur une vieille version d'un produit. Donc on a loadé la vieille version du produit et on a montré voilà, comment on aurait pu se faire pirater avec celle-là. Alors ça c'est super important parce que c'est un peu contre-intuitif. Quand on fait de la sécu, on n'a pas envie de parler des vulnérabilités. On a envie de le garder pour nous et ne vous inquiétez pas, on n'a pas de vulnérabilité, c'est pas nous, on l'a réglé. Mais le truc c'est que si on fait ça, on cache des problèmes qui peuvent réapparaître plus tard. Et ça, c'est super important, et c'est pour ça qu'on fait aussi des community of practice. L'idée, c'est que quand la vulnérabilité, elle est fixée, c'est important de la partager et de dire, regardez, c'est pas en soi, c'est comme un bug. C'est des choses qui peuvent arriver quand on n'a pas les bonnes connaissances, quand on est allé un peu vite des fois, et il faut partager. Et souvent, quand on a fait ce genre de retour d'expérience, les équipes, des fois, ils sont allés me voir, ils m'ont fait, Benjamin, en fait, je crois qu'on a le même problème chez nous. Et bah c'est super, moi je suis content. À partir du moment où on trouve des vulnérabilités qui existaient et que maintenant on est au courant, ça veut dire on peut les réparer. Et donc si on peut les réparer, on est mieux sécurisé, le boulot il est fait. Et ça c'est vraiment un mindset qui est à avoir. C'est la transparence, on ne peut pas l'avoir tout de suite parce que c'est évident, on ne va pas expliquer comment hacker tout de suite nos applications, mais par contre l'avoir après, c'est vraiment une bonne façon de s'améliorer dans le futur et aussi de montrer que ça arrive à tout le monde. Quand on voit des docs, des formations, on a du capture the flag, etc., on a des applications qui sont faites pour être hackées. Donc on les voit, on dit bah oui, ok, je comprends, mais on est des bons développeurs, on sait comment ça marche. Moi, j'aurais pas cette vulnérabilité. En vrai, en montrant des exemples de produits qu'ils connaissent par cœur, ils vont se dire « Ah oui, en fait, c'est vraiment quelque chose qui peut se passer. C'est un vrai problème. » Et là, tout de suite, ils changent de mindset parce qu'on travaille sur leur produit et pas sur un produit random qui aurait été trouvé sur Internet. Voilà, l'idée toujours, c'est un problème qu'on connaît, ben voilà, il va pas être géré. Un problème qu'on ne connaît pas, ben c'est là où on peut avoir des vrais pirates qui vont faire des méchantes choses. Alors, dans cette cérémonie d'ouverture aussi, on va préparer les participants au lendemain, à la grosse journée de Bug Bounty. Donc, on va leur donner déjà des règles d'engagement, c'est-à-dire un peu les règles, on ne va pas tester n'importe quoi. Le test va surtout être un test fonctionnel. On va tester l'application elle-même. On ne va pas essayer de faire des tests disruptifs, on ne va pas essayer de faire tomber la stack, on ne va pas tester en prod. Voilà, juste des bonnes pratiques qui seront dans le kit qu'on vous donne à la fin. Alors ça, c'est super important parce qu'on n'a aussi pas le droit de tester ce qui n'est pas à nous. Donc, en tant que hacker éthique, on doit savoir, on teste ce dont on a le droit de tester parce qu'on a la légitimité, mais on ne va pas tester le serveur du copain. Parce que là, ça peut être en violation de la loi et le copain, entre guillemets, il peut se retourner vers nous en disant « vous avez fait des tests sur nous, vous n'avez pas le droit, etc. » Donc, c'est super important de bien avoir des règles claires. On montre les tools, on peut vraiment faire des trainings dessus. On a fait sur Burp avec un exemple. C'est assez intuitif et au final, il faut que ça soit intuitif parce que c'est des gens qui ne sont pas experts en sécurité. Donc il faut leur donner des choses qu'ils puissent comprendre en une journée et qu'ils puissent réutiliser dans le futur. C'est pour ça que là, on a vraiment des exemples avec des proxys relativement basiques. On peut même voir à la fin le F12. C'est un truc bête, hein, mais juste quand on fait du web, utiliser le navigateur, l'inspecteur pour manipuler un peu les trucs en JavaScript, on peut trouver des vulnérabilités de sécurité. Et ça, c'est quelque chose que les développeurs UI savent faire, c'est juste qu'ils ne se disent pas « tiens, je vais essayer d'hacker mon application ». Exactement. Donc là, vous avez quelques exemples d'outils que vous pouvez utiliser. Hein. Voilà, nous, c'était Burp. Vous avez OWASP, vous avez Charles, c'est un proxy. Vous avez pour les plus roots, le curl ou F12, comme dit Benjamin. Voilà. Après, vous prenez ce qui vous convient. Et aussi, n'oubliez pas d'avertir vos équipes de sécurité, parce que d'un seul coup, il y a tous les outils qui vont clignoter, que tentative de hack, c'est normal, c'est le Bug Bounty. Pareil pour les metrics, hein, au début, on n'avait pas prévenu, et tout d'un coup, on a eu un certain nombre de vulnérabilités qui ont été ouvertes.
Et il y a des gens qui sont venus me voir, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez ouvert des tickets de sécurité? Et en fait, bon, en expliquant, ils ont dit, ah bah non, c'est bien, parce que c'est, encore une fois, c'est des problèmes qui existaient, on n'était pas au courant. Donc c'est une bonne nouvelle d'ouvrir des tickets de sécurité, parce que c'est-à-dire que maintenant on est au courant, et maintenant on peut réparer. Voilà, la première journée est terminée. On passe à la grande journée, l'événement en lui-même. Hein. Donc une journée complète pour hacker son application de tous les jours. Donc ça commence, voilà, comme on a dit tout à l'heure, hein, un petit café, croissant, où l'équipe se rencontre déjà, ils ne se connaissent pas forcément, rencontre le mentor qui va les aider. Donc en termes de mentor, bon, c'est bien d'en avoir quand même qui ait beaucoup de temps avec l'équipe. Nous, on avait un mentor pour 2 équipes, ou 2 ou 3 équipes. Donc ça laisse quand même pas mal de temps pour aider. Le mentor, il va essayer de débloquer, parce que bah, c'est nouveau, voilà, on est lâché un peu dans la nature, dans une nouvelle tâche à faire. Et le mentor va être là pour que les équipes ne soient pas bloquées, donner des conseils. Et en tant que mentor, c'est sympa à faire parce qu'en fait, on est vraiment avec des gens qui travaillent tous les jours sur les produits, qui connaissent bien, et on sent vraiment une vraie utilité. On n'est pas dans une tour d'ivoire à se dire la sécurité, c'est comme ça. Non, là, on le vit par rapport aux produits, on explique aux gens, et c'est super intéressant en tant que mentor. Voilà, cet event, comme les bug bounty officiels, il y a aussi une petite récompense. Donc nous, on l'a fait un peu comme un concours. Et pour pouvoir juger, voilà, on a demandé à chaque équipe de noter, voilà, lister tous les tests qu'ils ont fait. Alors, si le test n'a pas marché, bah, tant mieux, hein, le produit est sécurisé. Si le test a marché, ben, tant mieux, c'est une vulnérabilité qui existait, qui aurait pu être exploitée et maintenant qu'on connaît. Dans tous les cas, c'est bien. Voilà, les équipes vont tout noter. Le long de la journée, voilà, c'est la fin de la journée, on est un peu fatigué, on s'arrête là et l'événement en lui-même est terminé et on passe au jour du jugement. Le jugement dernier, mais le jour du jugement, où en fait, c'est là où les juges, donc les experts en sécurité, vont regarder ce qu'ont fait chaque équipe. Donc chaque équipe va présenter ce qu'ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Les juges vont pouvoir dire si c'est effectivement une vraie vulnérabilité. Dans ce cas-là, il va falloir ouvrir un ticket de sécurité qui va vivre sa vie comme n'importe quel ticket de sécurité. Ou alors sinon, c'était un problème qu'on a juste en test système parce que les settings ne sont pas les mêmes. Et donc, dans ce cas-là, c'était un faux positif. Ils permettent de voir un peu, de noter, de voir quelles équipes ont super bien travaillé. Donc toujours, ce qu'on note, c'est la démarche. C'est le fait d'avoir appris comment on faisait cet exercice et que ça ait abouti ou pas. C'est surtout la démarche qui importe. Alors là, on peut faire des trucs fun, hein, par exemple des catégories de la vulnérabilité ou le test le plus original. Et des fois, il y a des trucs vraiment tordus, mais qui peuvent être des vrais cas d'usage, de fraude. Et on peut comme ça avoir plusieurs pour récompenser un peu tout le monde. Parce qu'en effet, quand on teste un produit qui contient de vulnérabilités, ben on les trouve. Et des fois, on teste des produits plus compliqués et plus sûrs. Et là, c'est plus compliqué. Donc là, la démarche est vraiment le plus important. Le but, c'est d'apprendre autant que de trouver. Et finalement, le lendemain pour nous, donc on va faire 4 jours, la cérémonie de clôture, où là on va pouvoir remercier tout le monde. On ne va pas pouvoir tout dire forcément, parce qu'il y a potentiellement des vulnérabilités qui sont ouvertes, donc on ne va pas pouvoir tout dire, mais au moins donner les grandes lignes. Et voilà, le bug bounty est terminé, c'était super. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, potentiellement, on a trouvé des problèmes. Et ça, c'est super, parce que c'est des choses qu'on connaît. En effet, c'est des choses qu'on connaît et on devance les hackers. Et pour moi, le plus important, c'est de maîtriser sa sécurité. Si on pense qu'on est en sécurité parce qu'on fait aucune recherche, en fait, on ne l'est pas du tout. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des choses qui arrivent et qu'on s'aperçoit qu'en fait, c'était un gruyère. Donc, encore une fois, on fait du code. Donc, on introduit des bugs, donc on introduit possiblement des vulnérabilités de sécurité. Ce qui compte, c'est essayer d'y réfléchir à l'avance. Si on peut les éviter, bah, c'est parfait. Et si jamais, on les reçoit plus tard et on les fixe. Et ça, c'est un mindset pareil qui va avec la transparence. Une fois qu'on a fait le fixe, on en parle. Je crois que c'est ça. On en parle comme on l'avait fait avant et on partage. Et les gens s'améliorent et la prochaine fois, ils ne referont pas l'erreur. Et comme ça, tout le monde progresse dans la bonne direction. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est des problèmes qu'on a trouvés. Malgré toute la couche de Secure Lifecycle qu'on a chez Amadeus, on a des outils automatiques, on a des pen tests, on a des spécialistes de sécurité. Mais là, ce qu'on a trouvé, c'est des problèmes vraiment fonctionnels. Un exemple, par exemple, un développeur, on fait des sites web de compagnies aériennes, par exemple. Un développeur qui va se dire, pour mes tests, c'est pratique si tous les prix sont à 1 euro.
Voilà. C'est un faux exemple. Voilà, Mais... faux exemple, bien sûr. Mais voilà, c'est l'esprit. Donc, je vais mettre un paramètre dans la requête HTTP. Si je mets, le développeur s'appelle Bob, si je mets Bob égale true, ben, ça va mettre tous mes prix à 1 €. Et ce truc-là, il se trouve que ça part en prod. Voilà. C'est typiquement le genre de choses que les outils automatiques ne vont pas détecter, que les pentesters ne vont pas détecter et qui pourraient être exploités. Alors, ce qui est marrant, c'est que des fois, on lance appel bug bounty, il y a 1 heure se passe et déjà les vulnérabilités sont trouvées. Donc, des fois, il y a des développeurs qui savent un peu des choses qui sont moins bien faites et c'est le moment où ils deviennent clean et les choses sont mises à plat et ensuite on fixe. Et c'est bête, mais c'est comme ça que ça marche et c'est une occasion de réparer les choses. Et des fois, il y a des gens qui aussi n'ont pas le temps, qui connaissent, mais qui disent oui, mais j'ai d'autres choses à faire, etc. Là, on leur donne une journée et faites-vous plaisir, faites tous les tests que vous voulez et trouvez-moi des choses. Et on trouve vraiment des choses potentes qui sont très fonctionnelles, très pointues, mais qui sont des vraies choses. Parce qu'on a des experts fonctionnels avec nous et c'est ces connaissances-là que les autres systèmes de sécurité n'ont pas. Voilà, donc on en parle une fois que c'est réparé, comme au kick-off. Et si ça a bien marché, eh ben on peut recommencer l'année prochaine. Alors, est-ce que c'était bien? Oui, hein, c'est pour ça qu'on est là. On a trouvé que c'était très très bien. Donc on a trouvé des choses, oui, il n'y en aura pas les détails. L'événement lui-même, ça s'est bien passé. Voilà, il y avait une bonne ambiance. Les équipes étaient très concentrées. Il y avait de la tension. Il n'y a pas eu de gens vraiment bloqués. Il y a eu les coachs étaient là pour aider s'il y avait besoin. Et globalement, on a eu des bons retours hein, quand on a envoyé le survey après post-event. On a eu des bons retours. Et il y avait un coffre à bounty, parce que c'est un bug bounty. On vous en a ramené un petit peu. Ouais, et à la fin, même si vous écoutez bien, il y a des pièces du bon chocolat avant le cocktail. Ouais. Et les pièces et les bounty, hein, forcément, du bug bounty, comme il y avait à l'époque aussi des bounty. Voilà, et donc c'est pour ça hein, qu'on a trouvé que ça avait de la valeur et qu'on est là ce soir. Alors on a presque fini, je vous rassure. C'est bientôt l'heure du cocktail. Je vais récupérer le clicker, hop, et on va faire les petits key takeaways. Alors, il y a 3 choses importantes. C'est que ce genre d'event, ça permet 3 choses. Pardon. Ça permet d'apprendre. Et mine de rien, en fait, c'est un training. C'est une journée. On a fait une demi-journée de training. On a appris des méthodes sur comment on crée des abuse cases, donc des tests d'abus, comment utiliser des tools pour essayer de manipuler la UI, manipuler le back-end, etc. Et les gens, ils peuvent s'en servir plus tard. Quelqu'un qui fait de la QA, il va commencer à réfléchir à ça et il va faire des tests abuse case spécifiques. Ils connaissent les tools, ils peuvent l'intégrer dans leur travail de tous les jours. Deuxième chose, et ça nous a un peu surpris au début, parce qu'au début, on n'avait jamais testé, on ne savait pas ce qui allait en sortir. On a trouvé des choses. Donc, encore une fois, c'est pas forcément des choses exceptionnelles, mais il y en a quand même un certain nombre. Et tout type de profil, tout type d'équipe, des fois, ont ressorti des choses. Des fois, ils ont tous trouvé la même chose. Donc ça, c'était pas bon signe, par exemple. Ça veut dire que c'est facile à trouver. Ou des fois, il y a vraiment des choses biscornues, mais qui étaient quand même importantes. Et souvent, le retour après, c'est que quand ils ont trouvé même la vulnérabilité ou le problème, la prochaine fois qu'ils font quelque chose qui s'y ressemble, ils se souviendront. Et ils diront, ah oui, non, la dernière fois, c'était pas bien, donc on va le designer comme ça. Et ça fonctionne très bien. Et le dernier, et c'est aussi important, c'est s'amuser. Alors, quand on l'a fait la première fois, c'était le Covid. C'était en 2020, il y a 4 ans presque jour pour jour. Et c'était une période morose, hein, pour être honnête. Amadeus, les avions, bon, à l'époque, c'était vraiment compliqué. On ne savait pas du tout où on allait. C'était une journée où les développeurs faisaient quelque chose de différent. On les a guidés, on les a traînés, et ils ont passé une journée. Et même si c'était en remote, on a eu un score de satisfaction qui était vraiment incroyable. Parce qu'ils ont passé une bonne journée. Ils ont passé au début, ils ont un peu galéré, comme tout le monde, et ensuite ils ont appris des choses, et à la fin, quand on a fait la restitution, ils ont discuté avec des experts, ils ont compris ce qui était bien, pas bien, etc. Et à la fin, ils étaient vraiment super contents, ils ont fait une journée différente, ils ont appris des choses, et on a vraiment eu des super retours. Dans le deuxième, c'était pareil, mais c'était plus facile parce qu'on était on-site, il y avait les bounties, etc. Et les gens ont vraiment passé une bonne journée, et ils ont hâte qu'on recommence. Donc voilà, merci pour nous avoir écoutés. On va finir juste avec une petite chose. On a open sourcé notre starter kit pour ce type d'event. Vendredi dernier. Ça, c'est tout neuf. Donc si vous allez sur le GitHub Amadeus IT, bon, il y a plein de super projets. Hein.
Si vous faites de la UI, vous pouvez faire auteur, par exemple. Vous allez voir, c'est un super kit. Et on a fait vraiment une documentation en Markdown. On a essayé de vous donner notre connaissance. C'est très générique, hein, c'est pas appliqué. On a enlevé tout le côté métier Amadeus, mais on a tous les écueils, la logistique, préparer les choses à l'avance. On a le questionnaire de satisfaction à la fin. On a un Excel pour calculer les scores. Toutes ces choses-là qu'on a buildées au fur et à mesure, on vous les donne, j'ai envie de dire, grâce à ce starter kit. Et on a hâte, avec Gaël, de voir les pull requests des gens qui vont dire oui, j'ai testé, avec des testimonies, des petites photos, même des améliorations s'il y a des problèmes, des typos, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui est une idée à essayer. C'est une journée vraiment différente qui permet d'apprendre. Et c'est quelque chose, la sécurité fonctionnelle, sur laquelle on n'insiste pas forcément. On pense forcément au scanner automatisé, à l'IA qui va corriger tous nos bugs, etc. Mais bon, l'IA, même si elle commence à comprendre pas mal de choses, elle ne comprend pas le produit aussi bien que les experts du produit. Et donc, les mettre une journée sur cette tâche avec des mentors, avec du tooling, ça a des effets vraiment hyper intéressants. Merci. Le coffre de pirate est à vous, hein, vous pouvez vous servir. Les stickers aussi, fait spécialement pour l'occasion, par Laurent Dolé, merci à lui. Ah, une question. Alors, je vais répondre. Burp, typiquement, c'est pas compliqué. C'est juste, en gros, un proxy, il voit la request et vous pouvez la changer en direct pour changer une valeur. C'est un peu comme HTTP Tamper, il y a des plugins qui font ça. Et donc, en vrai, c'est des outils qui ressemblent beaucoup aux outils qu'ils ont en général. Donc, ils sont pas trop désorientés. Après, le mentor est là pour essayer de les redresser. Et on a toujours au début les équipes, par exemple, je vous donne l'exemple typique, on voit une carte de crédit, ils le voient dans Burp et ils disent « Oh là là, la carte de crédit en clair ». C'est normal, il faut bien envoyer la carte de crédit à un moment. Et là, le mentor est là pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Mais typiquement, si on reste dans du fonctionnel, ils vont perdre 1 ou 2 heures avec les outils, mais le reste du temps, comme ils sont experts du produit, ils vont tester des trucs et ils vont potentiellement trouver des choses. Et on a vu quand même des équipes qui étaient très très organisées, qui arrivaient à faire 10-12 tests. Et même s'il y en a qui ne trouvent pas de vulnérabilité, bon, au moins on sait que là, on n'a pas de problème. Donc ça fonctionne bien parce que ça reste relativement simple. Ça ne sera pas des pentesters. Après, si vous voulez faire plus, hein, bien sûr, c'est mieux. Mais voilà, nous, juste en une journée, au total, ça a coûté 2 jours par développeur, ce qui n'est pas énorme. Et voilà, on a eu un bon retour sur investissement. Oui. J'ai envie de dire oui, mais du coup, là où je ne sais pas trop en quoi tu as besoin d'un expert pour trouver des bugs, puisque normalement, c'est les experts fonctionnels qui peuvent le faire. Après, on a eu des exemples dans le passé, Amadeus, où des fois, il y avait une journée où tu essayais de trouver des bugs d'un autre produit. Du coup, tu ne le connaissais pas, tu faisais du monkey testing, tu appuies sur tous les boutons, et à un moment, tu arrives à faire planter quelque chose, et ça fait un bug que tu peux ouvrir. Ce qui permet de le faire avant que ça soit donné à l'utilisateur final. Mais pour moi, là, on n'est plus dans le même type parce qu'il n'y a pas le côté training, changement de mindset. On est plutôt dans le job normal ou dans lequel on pourrait faire une QA croisée. Oui. Oui. Oui, alors j'ai oublié de... Oui. Alors bien sûr, le bug est ouvert après à audience réduite, mais la cérémonie de clôture, oui, je vais peut-être pas préciser, la cérémonie d'ouverture et de clôture, c'est ouvert à vraiment tout le monde, pas uniquement aux participants. Et même les participants entre eux, ils n'ont pas besoin de savoir ce qu'a trouvé l'équipe d'à côté. Mais ce qu'on peut faire après, une fois que les problèmes sont tous réparés, on peut faire une deuxième cérémonie un peu plus sympa, où là on divulgue, on dit voilà, on a trouvé tant de problèmes, ces équipes-là, ils ont trouvé le même problème, et c'était ça, et on l'a réparé comme ça, et voilà, comme ça les gens sont au courant que ce problème a existé, comment on l'a réparé, et la prochaine fois, voilà, très concrètement, ils ont compris ce qui se passait, voilà, donc on peut faire. Alors typiquement, on peut faire une closure cérémonie aussi avec des gens qui sont, par exemple, nous, à Amadeus, on a ce qu'on appelle des white hats.
donc on va dire des points de contact sécurité, et dans l'organisation digitale, on en a une quinzaine. Et là, on peut se partager les vulnérabilités, parce qu'il y a toujours quelqu'un d'un autre produit qui se dit, tiens, ça ressemble vachement, peut-être que je l'ai, et à ce moment-là, il fait le test tout de suite. Mais c'est vrai qu'on a toujours, faut trouver l'équilibre. On ne peut pas tout ouvrir. Quand on ouvre des tickets, on n'explique pas exactement ce que c'est de manière ouverte à tout le monde. On a un système de documents sécurisés, mais ne rien ouvrir, c'est en fait ne pas apporter la connaissance à tout le monde. Donc il y a un équilibre, c'est un peu frustrant des fois, on a envie de dire ouais, il y a eu tout ça qui a été trouvé, on reste sur des metrics high level, et après à la closure on peut aller un peu plus loin, enfin à la closure plus tard, une fois qu'on a tout fixé, on peut aller plus loin et donner les catégories, et même ce qu'on peut faire, c'est vraiment montrer des exemples live de vulnérabilité, comment ils ont été testés et comment ça a été fixé potentiellement. Donc on peut aller là-dessus. C'est un truc qu'on fait régulièrement, voilà, de montrer rétrospective. On a une communauté de sécurité ouverte à tout le monde. Et rétrospective, voilà, on va montrer un problème qu'on a eu, qu'on n'a plus évidemment, et comment la réparer. C'est ça, en vrai, il faut. Enfin, pour moi, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et donc, il faut que ça la rende intéressante par ce genre d'événement. Et par le côté partage. Il ne faut pas qu'on se dise, ah, on parle de sécurité, on va dans une salle, on va uniquement discuter entre nous. Des fois, c'est ce qu'on fait. Mais le but, c'est de la partager un maximum. Et moi, j'ai envie de dire, je suis presque security advocate, parce que mon rôle, c'est de montrer que ce n'est pas forcément compliqué. Faut avoir quelques bases, faut avoir un mindset. Mais après, c'est juste quelque chose de plus à faire dans son boulot tous les jours. Et ça peut être cool, trouver des vulnérabilités, essayer de hacker sa propre application, d'aller contre ses propres développements. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant, qui est cool, et qui ne demande pas des compétences hyper pointues. Donc c'est vraiment ça l'équilibre qu'on essaye d'avoir pour que les gens s'intéressent à l'application, à la sécurité applicative, et donc améliorent la sécurité de nos produits. Oui. Alors, après, c'est une histoire de discussion. Si le voisin, on va le voir et on lui dit, bah écoute, je vais tester, je vais faire ce genre de test avec des règles claires, etc. Et que le voisin il dit, ok, de toute façon, c'est pour mon bien, tu me donnes les tickets s'il y a des problèmes, ça peut marcher. Mais ça peut être compliqué parfois si c'est un voisin, entre guillemets, qui a beaucoup de clients et qu'il y a quelqu'un qui teste son application. S'il lui fait pas confiance, il va peut-être dire, bah non, bah, tu vas trouver des vulnérabilités, tu vas les vendre à quelqu'un d'autre. Donc c'est une histoire de dosage. C'est compliqué dans un monde où tu es connecté avec beaucoup de providers. Dans ce cas-là, on peut faire du mock, ou alors on peut vraiment ne pas faire cette feature parce que cette feature, elle part là-dessus. Donc ça se négocie. C'est vrai que c'est pas simple, mais c'est important quand même de le rappeler parce que c'est vraiment le côté ethical. On peut pas faire tout ce qu'on veut. Et j'ai envie de dire, chez Amadeus, il y a beaucoup de gens qui nous scannent et qui essayent de nous tester. Et quand on les attrape et qu'on les connaît pas, on n'est pas très content. Donc on se met à la place de ces gens-là et on se dit oui, c'est pas la porte ouverte. Donc soyons des bons voisins, discutons. Et des fois, d'ailleurs, juste avoir cette discussion, des fois ils peuvent participer potentiellement au Bug Bounty. Ils ont une équipe chez eux, ils fournissent du support et c'est gagnant-gagnant. Donc c'est possible. C'est juste qu'il faut faire attention à ce genre de relation. Là, concrètement, l'application qu'on a testée, le dernier Bug Bounty qu'on a fait, c'était, on s'est dit, on va tester les UI basés sur le framework Auteur, qui est aussi en open source sur Amadeus. On a pris ça, donc c'était des UI, mais on teste aussi le middleware qu'il y a dessous, un des backends qu'il y a dessous, et les outils de configuration qu'il y a autour. Donc on testait tout. Bon, bah, je pense qu'on peut aller au cocktail. Ouais, allez. Merci. Le mardi, c'est presque l'heure de cocktail. On a fait assez de technique, on repose sa cervelle. Viens voir notre talk de Bug Bounty. On va tout raconter sur tout ce qu'on a appris. On partagera nos trésors et des bounties. Pendant une journée, on a joué au hacker sur nos propres applis qu'on connaît par cœur. Même sans rien connaître à la sécurité, on a trouvé des failles, on s'est formé.
Maintenant on a moins de chances de se faire pirater. Viens voir notre talk de Pat Bounty. On va tout raconter sur ce qu'on a trouvé. On partagera nos trésors et des pièces d'or en chocolat. Viens voir notre talk de Pat Bounty. On va tout raconter sur ce qu'on a trouvé. On partagera nos trésors et des pièces d'or en chocolat.